Et bonjour à tous chers auditeurs, bienvenue dans ce 6e épisode du podcast, et oui déjà 6. Aujourd'hui et comme d'habitude je suis avec Noah, cette fois par voix interposée parce qu'il est avec moi au téléphone et je peux vous dire il est aussi content que moi. Eh oui, ça va ? Aujourd'hui, donc pourquoi on est un petit peu dans cette organisation, vous allez vous dire c'est encore n'importe quoi cet épisode du podcast. Comment est-ce qu'il commence ? Là, les deux zigotos. Et bah comme d'habitude, c'est-à-dire n'importe comment. Non, aujourd'hui on revient pour un petit disclaimer avant de vous lancer vraiment et véritablement dans l'épisode, pour vous dire qu'on l'a enregistré il y a un petit moment, il y a une lurette qu'on pourrait même qualifier de belle. Qu'en penses-tu, Noah ? Bon, écoute, en effet, une belle lurette, hein, ça fait vachement longtemps. On voulait un petit peu prévenir parce qu'on était jeunes, voilà, on avait peut-être pas le même entrain. Là, on a un peu plus confiance. Enfin, on voulait faire prévenir. Voilà, c'est ça, c'est un petit peu ça. L'épisode qu'on vous montre aujourd'hui, c'est une interview. C'est la première fois que sur le podcast, on reçoit quelqu'un pour parler avec lui de sa carrière, de son personnage, de ce qu'il a à nous apporter. Et c'est pas avec n'importe qui, puisque c'est avec Xavier Bal, le fameux Monsieur Bal du pensionnat de Sarlat. Peut-être que vous l'avez découvert grâce à cette télé-réalité. Peut-être que vous l'avez eu en professeur. À ce moment-là, vous faites partie, comme nous, d'un petit groupe de petits vénards. Et peut-être juste que vous êtes là par curiosité pour entendre la vie d'une personne absolument fascinante, qui a une carrière qui nous passionne et une vision de la vie qui est toujours très intéressante, très pertinente et très juste. On voulait faire ce petit disclaimer parce que tout au long de l'épisode, on n'a pas forcément le même entrain que celui qu'on peut avoir maintenant et que vous retrouvez dans nos plus récents épisodes, mais on espère tout de même que ça va vous plaire et puis de toute manière, on se retrouve très bientôt pour un épisode suivant. Et sur ce, on vous souhaite une très bonne écoute, amusez-vous bien. Très bonne écoute, et si vous souhaitez, vous pouvez donc laisser un petit commentaire sur la plateforme sur laquelle vous écoutez le podcast, et on vous informe qu'on a également fait d'autres épisodes, puisque si vous nous découvrez par là, on parle de tous les sujets, de la culture populaire, le cinéma, la littérature, la bande dessinée, la musique, plein de choses diverses que vous pouvez retrouver sur Spotify, Apple Podcast, YouTube ou encore YouTube Music, ainsi que sur Instagram où on fait également des compléments en format courts et verticaux pour parler de tous ces sujets. C'est le @lepop.cast. Tout ça pour vous dire qu'on s'excuse de la qualité qui peut être un peu en dessous d'habitude, même au niveau sonore, on n'avait pas le même matériel, mais on espère quand même que ça va vous plaire. Bon visionnage. Vous êtes sur le Popcast, le podcast de deux curieux qui parlent de la pop culture. Et bonjour à tous chers auditeurs, nous vous souhaitons la bienvenue dans ce 6e épisode du Popcast. Aujourd'hui, vous débarquez dans un épisode inhabituel, voire loufoque, car nous ne nous consacrerons pas à un sujet précis, comme nous l'avons fait dans les épisodes précédents, que nous vous invitons fortement à retrouver. Cette fois, il n'est ni question de bande dessinée, ni de cinéma, car, et c'est une fête de chaque instant, nous sommes en présence de Xavier Bal, professeur d'EPS et coach sportif, au conseil diététique intéressant et au parcours atypique, guidé par son envie d'apprendre et de transmettre avec passion. Nous parlerons donc de divers sujets vers lesquels la discussion nous emmènera, grâce au thème de prendre soin de soi. Bonjour Xavier. Bonjour aux auditeurs, bonjour à vous deux, un peu surpris par le côté loufoque, je sais pas si ça s'adresse à moi, mais bon, j'assume quand même. Alors avant de débuter ton parcours, nous souhaitions évidemment te souhaiter la bienvenue et je tenais vraiment à te remercier de ta participation au podcast, mais également dire à nos auditeurs que nous t'avons invité car nous t'avons tous les deux découvert dans le cadre de la pratique sportive scolaire et nous te considérons comme une rencontre très enrichissante de cette année. C'est donc un véritable plaisir pour nous de t'avoir dans le podcast. Et on commence tout de suite avec un saut dans le passé afin de mieux apprendre à te connaître. En effet, si mes recherches sont bonnes, n'hésite pas d'ailleurs à me corriger, tu as commencé ta carrière en tant que moniteur fitness, puis que professeur agrégé, mais cette activité a vite été rejointe par bien d'autres, comme en 2008 où tu es devenu propriétaire et gérant d'une salle de sport, les 13 ans que tu as mis à profit du club Balou, un club de plage dont tu étais le propriétaire dans les années 90, en 2005 lorsque tu participes à la très culte émission de télé-réalité Le Pensionnat de Sarlat dont on va évidemment parler et que j'ai vu pour l'occasion, ou même ton rôle de coach sportif, d'entraîneur et de professeur au quotidien. On s'en rend bien compte, tu as un parcours très fourni. Et c'est pour ça qu'on voulait que tu nous racontes ton histoire et tout ce que tu souhaites nous confier sur ton parcours. Alors mon histoire, oui, c'est celle de quelqu'un qui est dans le mouvement, qui aime faire des choses, qui se fixe des objectifs assez régulièrement, parce que je sais pas rester sans rien faire. Alors je suis surpris et bluffé par les recherches. Il y a des infos, je pensais pas qu'elles auraient été aussi claires que ça ou qu'on pouvait les trouver. Alors oui, j'ai eu un club de plage pendant 13 années, j'ai tenu après pendant 3 ans celui d'un ami. C'était ma poire pour la soif. J'étais nommé jeune prof en banlieue nord
nord-est de Paris. Et donc, les élèves n'étaient pas les mêmes que les chères têtes blondes que je faisais jouer l'été. Donc, effectivement, je prenais ma respiration sur le bassin où j'ai toujours eu des accroches. Et donc, voilà, j'ai tenu ça assez longtemps. Après, derrière, quand je suis rentré en Dordogne, puisque nous, malheureusement, nos mutations ne se font pas au mérite, elles se font au point et à l'ancienneté. Donc, je n'ai pas eu le département que je voulais, puisque je voulais rentrer dans le 33. Je suis parti en Dordogne, et donc en Dordogne, j'ai monté un club de hip-hop. Ça, tu l'avais pas? Bien fait. Je ne l'avais pas. Voilà. Donc, j'ai monté un club de hip-hop parce que mes années dans le 9-3 m'ont appris à breaker, et je faisais déjà des chorégraphies debout, et donc j'ai complété ma formation. Et donc j'ai gardé le club de plage encore ces années-là. J'ai donc après, au bout d'un moment, quand j'ai vendu le club de plage, je me suis dit je vais pas rester sans rien faire. J'ai donc signé pompier volontaire. J'ai fait 10 ans de pompier volontaire sur le terrain pour aller porter secours, éteindre les feux, choses comme ça. Et je suis toujours pompier volontaire puisque je suis expert sport Dordogne, et donc je forme tous les moniteurs de sport chez les pompiers, qu'ils soient pro ou volontaires. Ils me passent dans les mains sur des stages bloqués, et je fais aussi passer le concours pro sur Bordeaux, puisque c'est centralisé sur Bordeaux, tout le sud-ouest, et tous les 4 ans on fait passer le concours. Donc bien évidemment au niveau du sport, je m'occupe essentiellement que de sport. Voilà. Après il y a l'agrégation c'est un challenge. J'avais dit quand j'avais le CAPEPS, un jour je passerai l'agrégation pour savoir si j'ai le niveau. Voilà, donc petit challenge que je me suis fixé. Donc j'ai passé le CAPEPS en 1990. Donc c'est le concours pour être professeur certifié. Et en 2003, je me suis fixé le but de passer l'agrégation. Donc j'ai fait ça le soir après mes cours. Je travaillais à peu près de 23h jusqu'à 2h du matin pour passer le concours national, qui est un petit peu plus ardu que celui du CAPEPS. J'ai eu la chance d'être lauréat, et donc du coup voilà, petit challenge supplémentaire. Et je pense, j'ai déjà pas mal de pages écrites. J'ai toujours dit que j'écrirais un bouquin professionnel et que je finirai un doctorat. Donc ça, je garde ça pour le début de ma retraite, parce que j'ai la chance d'avoir travaillé pendant mes études, et donc je vais avoir le droit de partir pour carrière longue un petit peu plus tôt que les autres, même si la réforme a, comme tout le monde, prolongé un petit peu mon départ. Je n'ai pas pris la même dose que les autres. J'ai 1 an et 3 mois de plus à faire, ce qui est moins que tous ceux qui ont pris 2 ans, donc c'est pas mal. Et donc pour meubler ma retraite et pour ne pas rien faire, je projette d'écrire un bouquin sur l'école et un bouquin professionnel en EPS, et de finir avant tout un doctorat, parce que souvent le premier bouquin c'est souvent la thèse de doctorat qui est reprise et qui fait le corps du premier livre. Voilà. Génial. Est-ce que parmi toutes ces activités, il y en a une que tu préfères? Alors, je vais dire, voilà, tu parles d'activité, et c'est exactement ça. Pour moi, c'est que du plaisir. Pour être honnête, je n'ai pas l'impression d'avoir travaillé à aucun moment, même si j'ai fourni des efforts, même si le culte de l'effort, il est inhérent en moi, et j'essaie de le transmettre parce que je viens du sport et que sans travail, on n'aboutit à rien. Mais je suis sérieux dans mes activités, mais il y a toujours une telle part de plaisir. Et d'ailleurs, je pense que le bouquin que j'écrirai sera sur la notion de plaisir dans les apprentissages qu'on oublie trop. Et je pense qu'on a tous aimé certains professeurs, certains profs nous ont marqués, et on a toujours pris plaisir à voir ces personnes-là. Et c'est ce que j'essaie d'inculquer, et ce à quoi j'essaie de correspondre. J'ai une grosse part d'affectif dans mon boulot, et je pense qu'on ne peut apprendre que si on aime, et je pense qu'il faut d'abord aimer son professeur pour pouvoir entendre son discours. Et je m'attache à casser la distance avec mes élèves, justement parce que j'ai besoin de ça déjà, et je pense que c'est la solution pour apprendre correctement. On apprend que si on aime apprendre. Et donc pour en revenir, j'étais parti, je me suis perdu. L'activité favorite? Ouais, l'activité favorite. J'en ai pas. J'ai toujours fait tout par choix, et j'ai eu la chance d'avoir les portes qui s'ouvraient. Tout est complémentaire. C'est des maillons de la chaîne. Je suis profondément humain. J'aime les relations humaines. Donc quand j'enseigne, je forme les futurs adultes de demain. Quand je suis dans une salle de musculation, bien sûr, on fait du sport, mais les 3/4 des gens, ils viennent d'abord pour rencontrer la personne qui tient, et combien de personnes sont venues, ont posé leur sac, ont pris un café avec moi, ont discuté de leur vie, de ce qui se passait, et sont repartis sans avoir fait une once de sport, parce que voilà.
Mais même ceux qui font du sport, voilà, c'était un autre bout de la chaîne. J'étais avec des enfants, je travaillais avec des adultes. Après les pompiers, c'est porter secours. La gratitude dans les yeux des gens quand on porte secours, on est payé au centuple. C'était aussi une façon de remercier la société. Je suis un enfant de l'école de la République. J'ai grandi là-dedans. Je viens d'un milieu social pas trop élevé. J'étais boursier. Ma mère m'a laissé le temps de faire des études alors qu'elle aurait pu m'envoyer travailler parce qu'on n'avait pas beaucoup de moyens. L'école m'a permis de m'élever, de me faire ma petite place au soleil, et donc pompier, c'était ma façon de remercier la société. Qu'est-ce que je peux faire pour remercier cette société qui m'a construit, et qu'est-ce que je peux rendre aux autres? Voilà, je ferai de l'humanitaire dès que je serai à la retraite aussi, parce que des courtes missions, peut-être des missions longues, mais on ne peut pas avoir, sans être énarque, un minimum d'entendement, ne pas se rendre compte de ce qui se passe autour de nous et de ne pas savoir qu'on a la chance d'être né dans un pays européen avec un toit, de quoi manger. Il y a des gens qui ont besoin, et donc il faut donner à ces gens-là. Donc à un moment donné, quand j'aurai plus de liberté, j'irai donner à ces gens-là. Je crois que c'est nécessaire, et ça me construit. Et donc pour résumer, non, tout me plaît parce que tout est choix. Et à partir de là, tout est bon. Alors sur une touche un peu plus frivole, est-ce qu'on pourrait aborder le pensionnat de Sarlat? Comment est-ce que toi tu as été amené à être le monsieur Ball dans cette émission, et qu'est-ce que tu en retiens? Alors, on va commencer par le comment. C'est un pari. Je suis à l'époque sur 2 établissements. J'ai un complément de service pour éviter qu'un de mes camarades fasse ce complément. Je fais un complément dans une autre ville, et je viens de dire au revoir à mon établissement principal parce que je dois surveiller le brevet dans l'autre établissement, et donc pas repasser par la case départ. Je viens de dire au revoir, souhaiter de bonnes vacances, et là j'ai la CPE qui me dit: tu vois, toi, avec ta grande bouche, t'as pas répondu à l'annonce. Je fais: quelle annonce? Je l'avais pas vue puisque je n'étais pas passé dans cet établissement, et dans la salle des profs il y avait une annonce: M6 recherchait un professeur de PS pour sa série. Alors je la prends au mot, je sors mon portable, hop, j'appelle, et ils avaient vu 100 profs, ils avaient toujours pas leur prof de PS. 100 profs de PS, ça correspondait pas. Ils avaient un dernier casting à Brive, c'était pas très très loin de là où j'étais, puisque à l'époque j'étais en Dordogne, c'était à peu près 1 heure. Donc en Corrèze, bout de Dordogne, Corrèze, ça se fait vite. Et donc ils avaient 16 personnes à voir. Ils m'ont dit: votre voix m'intéresse, vous serez le 117e. Et donc manque de bol, ça tombe sur le jour du brevet. Et le lundi, je devais surveiller ce brevet. Donc j'appelle mon principal du 2e établissement, qui lui avait fait beaucoup de théâtre, qui avait même au tout départ de carrière été intermittent du spectacle. Il me dit: monsieur Ball, j'ai des remplaçants, allez vous faire plaisir, allez passer le casting, ça m'a agréé, vous pouvez y aller. Donc déjà, moi, content, j'avais gagné ma journée de surveillance. C'est l'année où il a fait une canière pas possible, où on a été obligé de porter les bouteilles d'eau aux gamins qui passaient le brevet, parce que donc déjà j'avais évité ça, plein soleil. J'ai roulé jusqu'à l'hôtel Mercure, je suis arrivé, ils étaient en retard, ils me disent: prenez un drink en bord de piscine, on vous appelle quand vous devez passer. Donc déjà, moi, c'était tout bénef. J'avais ma petite matinée sympa, je passe mon casting. Ça se passe plutôt bien, elle me demande de me mettre en colère, elle me répond, et donc je réponds comme je peux faire avec un élève qui me répondait en cours. Elle m'a demandé d'arrêter, elle a quand même reculé avec la caméra parce que j'y étais allé de façon un peu véhémente, et je pense qu'à un moment donné elle a un doute, et donc ça m'a fait rire. Et elle me dit: bon, on envoie les images en démol, et après dans démol ça passera à M6, et puis ils vont statuer. Je sors, il y avait piscine, j'ai toujours un sac avec tout ce qu'il faut dans la voiture, je vais voir le gars de l'hôtel, je dis: est-ce qu'on peut utiliser la piscine? Je suis avec M6, il me dit: pas de problème monsieur. Donc je me fais ma petite heure de natation, plein soleil, je me suis dit: même si je suis pas pris, c'est tout bénef. Le lendemain ils m'appellent, ils me disent: voilà, nous on en a 2, vous êtes un peu trop jeune pour le rôle, par contre vous avez la tête rasée. Et nous, on voulait quelqu'un qui avait la tête rasée, vous avez une grosse voix, physiquement, vous représentez votre profession, et nous, ça nous agrée plutôt, mais on voulait quelqu'un de plus âgé. Donc, laissez-vous pousser la moustache, et nous, on envoie les images à M6, c'est M6 qui fera le choix final. Donc ça, lundi, je passe le casting, mardi, j'ai cet appel-là, le mercredi, on m'appelle, on me dit que c'est moi, le samedi, j'essaye mes tenues, et le dimanche, je commence à tourner. Donc, complètement fortuit, et puis après, bonne expérience. Ce qui est surprenant, par contre, c'est... Alors j'étais le seul prof qui rentrait chez lui. Normalement c'est un vase clos. Les gamins qui avaient été castés de tout horizon étaient surtout sortaient de chez eux pour la première fois, séparés de leur famille pour la première fois. Et les profs devaient aussi rester en vase clos.
moi, je venais d'avoir mon dernier enfant qui était grand prématuré. Moi, j'ai dit je prends, mais si je peux rentrer, il est hors de question que je vois pas mon enfant tous les jours, voilà. Et il avait à l'époque 4 mois, on venait de le récupérer, il est resté 3 mois à l'hôpital, donc voilà, il était hors de question que je me sépare de lui et que je le vois pas tous les jours. Et donc, je faisais la navette, mais quand même, le vase clos au niveau des professeurs et des enfants, ça exacerbe énormément les relations et les sentiments, et du coup ça catalyse et ça va beaucoup plus vite sur tout ce qui peut être de l'ordre de l'affectif. Ce qui explique qu'on ait pu me voir pleurer pendant la série. J'assume. Et voilà. Donc, mais c'est touchant, c'est touchant. Oui, ça a touché les gens. Après, je fais mon métier avec cœur et je suis quelqu'un de je fais beaucoup de bruit parce que justement je suis très sensible et donc c'est une espèce de carapace parce qu'effectivement je suis touché très rapidement et quand c'est de l'ordre de l'humain j'ai une sensibilité exacerbée et il faut le reconnaître. Merci. Et donc en 2021 le streamer Jiraya a participé à massivement repopulariser l'émission auprès de ses auditeurs qui étaient tous fans de Monsieur Ball, et ça t'a permis de revoir Gaëtan et Françoise pour un entretien. Est-ce que tu as pu garder contact avec certains professeurs ou élèves de l'émission? Je pense à Monsieur Navarron par exemple ou à d'autres. Alors non, j'ai pas. Monsieur Navarron, quand il m'a vu passer chez Jiraya, m'a recontacté, mais j'avais plus d'atomes crochus, je dois le dire, avec comme souvent avec les élèves qu'avec les professeurs. Voilà. Après, on avait tous nos scènes à tourner, on n'était pas tout le temps ensemble, et puis on peut pas être partout à la fois, et c'est très difficile de garder du lien. J'ai essayé de garder du lien avec certains, et puis chacun après fait sa vie. J'ai dans un coin de ma tête l'idée de peut-être justement quand je vais être à la retraite et que j'aurai un petit peu plus de temps, de faire une espèce d'émission sur Twitch ou un truc comme ça, ou que sont-ils devenus, et puis aller me rechercher, prendre le temps d'aller me rechercher les anciens élèves de la série pour voir ce qu'ils sont devenus et voir si ça correspond à ce que j'en avais perçu voilà, pendant la série. Il nous a rarement été donné de rencontrer des enseignants engagés dans la pratique sportive aux côtés des élèves, et il faut dire que la plupart étaient guidés par le fait ce que je dis mais pas ce que je fais. Et que le fait que tu ne vois pas d'inconvénient à accompagner les élèves dans les exercices nous a marqué. Est-ce que c'est quelque chose d'essentiel pour toi? Mais c'est primordial. Je peux pas vendre quelque chose, vendre la santé et vendre l'activité si j'en suis pas le reflet et si j'en suis pas la vitrine. Un coach sportif dans le privé, il n'arriverait pas avec 10 kilos de trop, un ventre à bière, et il pourrait pas vendre sa marchandise. Donc moi je suis là pour vous faire comprendre que l'activité physique est nécessaire, que on vous impose certaines pratiques, et j'essaie de vous l'expliquer comme moi on me l'a pas expliqué, et comme certains collègues malheureusement n'expliquent pas, que c'est pour votre santé et que toutes les activités de demi-fond sont faites parce que à un certain âge il y a cette production hormonale qui fait qu'il y a des manifestations de changement staturo-pondéral externes mais aussi internes, et que c'est pour ça qu'on vous saoule un peu avec la course de durée, avec le demi-fond, mais la santé c'est primordial et il faut prendre les bonnes habitudes, et j'essaie de vous mentir des techniques d'échauffement, d'étirement, et je pense que le mieux c'est aussi de effectivement vous amener avec moi. Après moi je prends plaisir, comme je vous ai dit, c'est ma cam, c'est ce que j'aime, donc je peux pas rester à vous faire courir et à vous regarder. Au bout d'un moment ça va m'énerver, j'ai besoin, j'ai des fourmis sous les pieds, j'ai besoin de cette dépense, de ces défoulements, et je sais que ça vous permet de vous engager davantage, et que je suis plus crédible si je montre ce que je demande. Oui, tout à fait. Je peux pas tout faire parce que à 58 ans, je peux pas faire sport avec toutes les classes, mais je prends quand même le temps de me dire bon, mais là, j'ai pas participé avec eux, donc aujourd'hui, je pratique avec ceux-ci. Demain, je pratiquerai avec les autres. Avant, je faisais tout. Maintenant, je peux plus tout faire. Mais j'essaie quand même de vous donner cet engouement, de vous faire passer cette passion pour que vous puissiez ultérieurement vous adonner à une quelconque pratique sportive, mais une pratique qui va vous permettre, il y a toujours un aspect ludique, un aspect plaisir, mais de rester en bonne santé. Le corps est fait pour fonctionner. Si vous ne le faites pas fonctionner, à terme, il va vous le rappeler. Et toujours concernant l'EPS, lors de notre première rencontre, tu avais évoqué une problématique non négligeable. Tu expliquais l'importance du sport scolaire et la raison pour laquelle cela ne reposait pas sur un niveau ou les capacités sportives d'être un grand professionnel, mais bien sur le fait de se trouver comme dans une micro-société dont les membres évoluent ensemble. Est-ce que tu pourrais revenir sur ce terme marquant ? Alors ça, c'est le discours que j'essaie d'expliquer quand nous travaillons les sports co. Et que je dis souvent pour provoquer un peu que quel que soit le sport co, je m'en moque, peu me chaud. Ce qui est important, c'est de comprendre que dans un sport collectif,
on a une micro-société et que chacun des membres doit donner sa quintessence pour faire avancer le groupe. Et donc oui, c'est le discours que tu as relevé et c'est essentiel. C'est essentiel, c'est ce qui explique mon engagement chez les pompiers, c'est ce qui m'explique certaines fois des maraudes avec les Restos du Cœur. Voilà, on est élément d'une société et on doit tous contribuer à son amélioration. Et je suis là pour faire passer ça. Et chacun a sa pierre à ajouter à l'édifice. Et il n'y a pas de petite participation et il n'y a pas de personnes plus importantes que d'autres. Et tout, on doit avancer de concert et c'est ce que j'essaie de faire comprendre aux élèves. Maintenant, afin de rester dans l'esprit du podcast, donc de la pop culture, nous allons parler d'un film que tu nous as recommandé et qui fait partie de tes références, intitulé Coach Carter, que tu nous as conseillé basé sur une histoire vraie. Il raconte l'aventure d'un entraîneur de basket qui découvre que son équipe est composée de jeunes hommes qui, en dehors du basket, peinent à avancer dans leur découverte de la vie. Il décide donc de les prendre en main afin de les aider à réussir. Nous l'avons tous les deux regardé. En quoi ce film t'a touché jusqu'à devenir une référence pour toi ? Alors, même s'il y a des passages qui sont caricaturaux, la trame de fond, elle correspond à mon métier. Moi, je suis enseignant parce que si vous ne vous souvenez pas de moi, si au fond de votre esprit, il n'y a pas un bout de Monsieur Ball, c'est que j'ai raté mon intervention. Et je suis là pour vous transformer, pour vous guider. Et à un moment donné, il faut qu'il y ait un bout de mon discours qui soit tellement imprégné que dans quelques années, même si vous n'avez pas tout pris de suite, vous disiez, il avait raison, le petit chauve. Et donc, oui, parce que les auditeurs ne sont pas forcément au courant, mais je suis chauve. Et donc, voilà. Et pour ajouter un peu d'humour quand même, on va pas faire que parler sérieux. Et donc, voilà. Et donc, du coup, c'est important. Et ce film-là, c'est ce résumé-là. C'est quelqu'un qui transforme la vie de ses étudiants et qui leur donne une chance de réussir là où, venant des banlieues, ils avaient plus de chances de finir à la morgue ou de finir en prison. Et l'histoire est vraie. Et donc, elle n'en est plus que plus belle. Et donc, forcément, ça me parle, puisque c'est le cœur de mon métier. Personnellement, j'ai trouvé ce film très enrichissant et plein de belles morales. On te reconnaît bien à travers le coach Carter, qui va avant tout le bien de ses élèves. Tout à fait d'accord, on jongle avec de l'émotion, une belle histoire, de jolis personnages, de belles intrigues, des cravates abominables pour le coach. Et c'est une très jolie découverte, et c'est d'autant plus marquant lorsqu'on sait que c'est une histoire vraie. Plus récemment, tu as proposé au collège dans lequel tu exerces de créer un atelier yoga permettant aux élèves et même aux professeurs de se retrouver ensemble sur la base du volontariat pour une demi-heure de yoga que tu encadres. J'ai l'impression que pour la plupart des gens, le terme de yoga est encore un peu confus. Alors comment est-ce que toi tu le vois et pourquoi avoir proposé cette chouette initiative qui permet souvent une première approche avec le yoga, mais aussi une complicité avec les enseignants autre que celle des cours ? Alors, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Il y a eu une demande, c'est la principale du collège qui voulait un intervenant yoga et qui l'a annoncé en réunion plénière en début d'année. Okay. Ce sur quoi je lui ai dit que je venais de terminer ma formation, que j'étais pas tenté depuis le mois de juin dernier, et il me manquait à l'époque 3 heures sur mon emploi du temps. Du coup, on était parti sur l'idée de meubler ces 3 heures avec mon intervention yoga. Depuis, pour des raisons personnelles, j'ai un collègue qui a lâché 10 heures de son emploi du temps, qui s'est mis donc en temps partiel. J'ai récupéré ces 10 heures et j'interviens donc comme un intervenant extérieur sur le yoga, mais l'idée ne vient pas de moi. Par contre, moi, ce qui m'agrée, c'est effectivement ce mélange professeur-élève, où vous allez vous côtoyer en ayant des statuts complètement différents et en pouvant justement voir vos professeurs fonctionner d'une autre façon. C'est pas leur vie personnelle, mais c'est quand même pas non plus un cours. Et donc, on casse le cadre et on est dans des échanges qui sont différents et on communique sur une autre activité. Et encore une fois, c'est de l'ensemble. Et c'est ça qui m'intéresse, de la relation humaine. Et voilà, et on crée un autre rapport humain, et c'est ça que ce soit là encore, que ce soit le yoga, que ce soit le hip-hop, que ce soit la condition physique que je fais le mercredi en début d'après-midi sur le NSS, que ce soit toutes les matières et tous les outils sont bons. Tu disais qu'une chose justement qui était essentielle pour toi, c'était de te démarquer de la masse en accordant une importance donc à l'originalité avec cette phrase que tu nous as redite tout à l'heure. J'ai réussi ma mission si les gens se souviennent de moi, qui, au-delà de sa sagesse évidente, traduit bien ta recherche de l'originalité. Est-ce que tu pourrais préciser cette envie ou ce besoin de sortir du lot ? Et alors ça, c'est génétique, je pense.
ma maman me disait, et me dit encore, quand tu allais devant une vitrine, tu voulais toujours, ce qui était le plus original, les couleurs que les gens n'osaient pas porter, et je l'ai au fond de moi. J'aime l'originalité, j'ai un mal fou quand je suis pompier à porter le même uniforme, c'est nécessaire, mais j'ai un mal fou à être habillé comme les autres, j'ai un mal fou j'ai besoin de ça, et je pense que en termes d'enseignement, oui, forcément, quelque chose d'original se démarque, et donc on laisse une empreinte plus importante quand on est différent. Et aujourd'hui, que dirais-tu à un jeune ou quelqu'un qui te demanderait un conseil grâce à ton parcours et tout ce que tu as pu apprendre et découvrir? Alors, je dirais ce que j'ai toujours dit à mes 3 enfants, ne laissez jamais personne vous dire que vous n'êtes pas capable de faire quelque chose, allez jusqu'au bout de vos rêves, on n'est pas tous égaux, ça vous demandera peut-être plus de travail qu'à d'autres, ou pas, mais quoi qu'il arrive, c'est vous qui décidez, et ne vivez pas avec des regrets, allez jusqu'au bout, tentez tout, faites du mieux que vous pouvez, et il n'y a que comme ça qu'on se réalise. C'est avec regret et l'esprit morose que nous terminons cet épisode si enrichissant en ta compagnie. Avant de nous quitter pour de bon, nous souhaitions faire un dernier tour de table pour voir si tu as un mot de la fin, quelque chose que tu aurais voulu nous dire, ou faire ta promo. Non, alors ma promo, c'est pas la peine. Non, nul et non avenu la promo. Après, juste le plaisir je suis en présence de 2 élèves qui sont réceptifs forcément, et si je suis là, c'est pas par hasard. Et donc, rien que, je pense que j'en ai plus que 2 quand même, mais rien que de vous voir là, de m'inviter, voilà, pour moi c'est gagné. Je t'ai fait lire un commentaire de façon personnelle, Maxence, et voilà. Et à la lecture de celui-ci, tu sais qu'effectivement le fait d'être avec vous deux, c'est un plaisir, et ça me fait plaisir juste d'être là, voilà. Et comme le plaisir est partagé, ça me va bien, c'est encore de l'humain et c'est tout bénef. Faites du sport, entretenez-vous, écoutez les conseils de Monsieur Ball, et voilà. La maxime, c'est sportez-vous bien. On finira là-dessus. Merci beaucoup d'être venu. Merci encore. Un excellent épisode. N'hésitez pas à laisser un commentaire si ça vous a plu, à le partager et à écouter les autres épisodes du Popcast, le podcast qui parle de la pop culture. Le Popcast, c'est fini pour aujourd'hui. À bientôt. Merci les poulets.